Salam et salut à tous. Bienvenue sur Push Up Malaisie et aujourd'hui on a un invité qui s'appelle Walid. Donc peux-tu te présenter Walid pour ceux qui ne te connaissent pas? Et merci pour ta venue surtout. Bienvenue sur Push Up Malaisie, la chaîne qui vous aide à faciliter votre expatriation en Malaisie et à mieux comprendre ce pays unique. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, une personne incroyable de par son vécu et son parcours atypique. Son expérience ici va vous inspirer. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker, commenter et surtout vous abonner. C'est un geste hyper simple, mais il nous aide énormément à continuer notre mission, accompagner toujours plus de familles et d'expatriés dans leur installation en Malaisie. Votre soutien peut faire toute la différence pour quelqu'un qui hésite encore à franchir le pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous partagerons un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est d'acheminer de la spiruline à Gaza. Je vous souhaite un excellent visionnage ou écoute de ce podcast avec Walid, entrepreneur et expatrié en Malaisie depuis plus de 10 ans. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Walid Aden, je suis français, origine mix Yémen et Éthiopie. D'accord. J'ai grandi en France et alors je suis arrivé en Malaisie depuis à peu près 10 ans, ça fera 10 ans cette année, Inch'Allah. Et Ouais. avant ça, je vivais un petit peu en France et avant ça, j'ai passé 15 ans en Arabie Saoudite. Je D'accord. travaillais je suis électronicien de formation. J'ai travaillé dans les palais royaux là-bas, la construction des palais royaux en Arabie Saoudite. Et mon épouse a eu un cancer, Allah yarhama, Allah yarham. et il n'y avait pas de solution en Arabie Saoudite, donc on est parti en France. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après qu'elle soit décédée, avant qu'elle décède, on avait décidé de venir vivre en Malaisie. Mhm. Euh, donc, quand elle est décédée, j'ai décidé de faire faire le pas, quoi, de venir ici avec mes enfants. Donc, alhamdulillah, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc c'était il y a plus de 10 ans, la première fois où tu es venu en Malaisie. La première fois, non, j'étais venu un peu avant. J'étais venu 2 fois avant. D'accord. Et son frère, le frère de ma femme, s'était marié avec une Malaisienne. Donc, on était venu pour le mariage ici. À cette époque-là, on vivait en Arabie Saoudite. On a découvert le pays, c'était vraiment très beau, magnifique. Les gens, c'était sympa, la vie était vraiment pas chère. Et il y avait suffisamment d'organisation sans pour autant être policé ou fliqué un peu comme D'accord. la France ou l'Europe en ce moment. Donc c'était super intéressant, extrêmement. C'est une bouffée d'air, quoi. Comment ça s'est passé la première fois quand tu t'es installé en Malaisie? Quand je suis venu, je me suis préparé un peu, mais c'était facile à l'époque. C'était en 2015, c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. C'est devenu plus complexe après. Donc je me suis préparé, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les options pour les visas, pour les papiers et tout ça. Et quand je suis venu ici, j'avais choisi la Labuane, que Ok. c'est l'option la plus rapide, la plus simple. Ce qui me paraissait être la plus simple et rapide. C'était les seuls qui faisaient beaucoup de publicité en ligne, donc tu pouvais consulter ça de France. Les autres, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y avait des informations que tu pouvais retrouver en ligne. Parce que, à vrai dire, moi, il y a 5 ans, le Labuan, même en ligne, c'était un petit peu confus. Il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc j'imagine qu'il y a 10 ans, ça devait être Non, encore il y a plus. 10 ans, parce qu'en fait, c'était moins complexe il y a 10 ans. Et D'accord. il y avait pas beaucoup, mais ce qu'il y avait était de qualité. Et surtout, les règles étaient claires. Ça a changé à partir de 2016-2017. Là, ça a commencé à devenir très compliqué. Mais avant ça, c'était simple. C'était des visas de 2 ans aussi à l'époque pour le Oui, Labuan? toujours. Ça a toujours été 2 ans, je crois. Ça n'a jamais été, enfin, 1 ou 2 ans. Enfin, maintenant, c'est passé entre 1 et 12 ans, mais avant, c'était 2 ans automatiquement. Tu pouvais toujours prendre un an, D'accord. mais les conditions n'ont pas beaucoup changé en termes de durée et tout ça. Par contre, les demandes, elles n'ont pas arrêté de varier, quoi. Un moment, il ne fallait pas être installé, d'autres moments, il fallait être installé là-bas, il fallait un bureau là-bas, il ne fallait pas un bureau là-bas. Quand moi je suis arrivé, il ne fallait rien du tout. Ok. Et tu payes le truc, tu t'installes, tu fais ton business ici, tu vis ici, tu fais ton business là-bas, il n'y a pas de souci. D'accord. Et au fur et à mesure de ma présence, j'ai vu, ils ont rajouté qu'il fallait une somme de autant de milliers de dollars pour avoir le visa. Et il fallait ensuite avoir un local sur place. Enfin, tout ça, ça s'est ajouté après. Et après, ils ont fait marche arrière, puis ils ont fait marche avant. Enfin, Ouais. ça n'arrêtait pas de changer après ça. Ouais, et en plus, ce qui est marrant, enfin, ce qui est difficile en Malaisie, c'est que les lois, quand elles sont appliquées à l'instant T. Ouais. Donc, ça te laisse pas le temps de,
de se retourner. de se retourner. Donc c'est pour ça Ouais. que la préparation, c'est super important. Surtout la bonne, en fait. Ouais. C'est surtout la bonne. On voit bien que c'est un fonds de commerce, quoi. C'est vraiment. C'est ça qui fait Ouais, c'est vivre pas. en vrai cet état. C'est C'est ça, ça. ils vivent beaucoup là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, on est vraiment un produit de consommation pour eux. Ils tiennent très peu compte de nos avis, de nos volontés, tout ça. Ils décident et puis ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas. Et toi qui es français, pourquoi tu as choisi la Malaisie du coup pour essayer essayer justement d'aider ta femme? En fait, le truc, c'est que comme j'ai vécu 15 ans en Arabie Saoudite, je pouvais plus vivre en France, islamiquement parlant, et aussi parce que mes enfants sont nés en Arabie Saoudite, ils parlent la langue arabe et tout ça. Et donc, la France, c'était, pour moi, c'était une régression. C'était pas que c'est de la France était régressive, mais c'est surtout que pour moi, ça ne- partir d'un pays musulman pour retourner pour un pays non musulman avec tous les avantages qu'on a dans un pays musulman et le fait que la France ait énormément changé entre quand je suis parti et quand Hmm. je suis revenu. Je revenais une fois par an, comme ça, il n'y avait pas de souci, mais revenir en vacances, voir la famille, c'est pas vraiment vivre sur place. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, la France changeait. Et je parlais d'un grand changement entre le moment où je suis parti, c'était d'être en 97, je crois, 98, je suis parti. Et quand je suis revenu en 2015, en 2013, pardon, j'ai trouvé ça vraiment très changé. Hmm. Mais la différence entre 2015, quand je suis parti de là-bas, et aujourd'hui, j'arrive pas. Tu peux même pas C'est incroyable. t'imaginer. Tu y es retourné depuis quelques La fois? dernière fois, c'était en 2018. D'accord. J'essaie de ne plus retourner quoi, autant que c'est pas possible. Ça t'intéresse plus? Non, ça ne m'intéresse plus. D'accord. Je crache pas dans la soupe, comme on dit, quoi. J'ai rien contre la France, mais bon, j'ai choisi autre chose, c'est pour vivre autre chose. Ouais. Euh, c'est un des gros problèmes que je reproche à beaucoup de gens qui pensent s'expatrier. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est que l'expatriation. Ouais. Ils, ils vivent un petit rêve, ils veulent faire comme les autres, ou machin, ou innocemment, ils n'ont pas compris ce que c'est. C'est vrai, moi aussi je le vois. C'est que quand tu viens en Malaisie, tu as l'impression d'idéaliser un petit peu trop la Malaisie. Et du coup, tu vas plus profiter, entre guillemets. Et le jour où il faudra commencer à s'installer, c'est déjà C'est le trop choc, tard. quand même. C'est le choc, tu vois le vrai côté, Malaisie. déjà les problèmes administratifs que les gens peuvent rencontrer et la difficulté aussi parce que j'imagine que depuis 10 ans, ça s'est compliqué, ça s'est pas facilité. Non. Et entre du coup le jour où tu t'es installé et aujourd'hui, c'est quoi l'évolution qui t'a qui a été le plus marquant pour toi? C'est quoi la Malaisie a évolué dans quel sens? Plutôt, En fait, il y a eu une grosse baisse en Malaisie. Quand je suis arrivé en 2015, 2016, ça allait encore, 2017, c'était les prémices des problèmes politiques ici. mmh, Et entre 2017 et 2019, 2020, en fait, même jusqu'à l'année dernière, avant que le nouveau gouvernement vienne, c'était extrêmement chaotique. Beaucoup de changements, des extrêmes, des hauts, des bas. Le Covid n'a pas aidé, évidemment. mmh. Euh, mais il y a eu beaucoup d'instabilité. Énormément d'instabilité. Et bien sûr, chaque fois qu'il y en a un qui vient, il remet tout à zéro, il reprend tout et il change tout. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup d'instabilité. Et donc, ça allait dans toutes les directions. Et nous, on est la cinquième roue du carrosse. Quand je dis nous, je parle des expatriés en général. C'est Mmh. le dernier de leurs soucis. Ah bien sûr. Et c'est logique, on est quantité négligeable sur la population. Et, euh, et donc, il fallait vraiment avoir les pieds sur terre, la tête froide, pour laisser passer cette vague-là. Et que dirais-tu? Est-ce que c'était plus facile avant ou plus compliqué, Quand je suis arrivé, c'était beaucoup plus facile. En fait, j'ai fait le mauvais choix en prenant la bonne. Évidemment, j'aurais pas pu le savoir. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, euh, avec les si, on ne mettrait pas en boîte. Mais si j'avais fait là ce que j'ai fait maintenant, une société, une sorte d'SARL qui s'appelle ouais, Sender Berhat, SDN BHD, là, aujourd'hui, je serais beaucoup plus pérenne. Beaucoup plus pérenne. Parce tu que aurais les gagné du conditions pour temps? obtenir à l'époque, c'était d'une simplicité, par rapport à aujourd'hui, c'était une simplicité incroyable. Il y avait les histoires de capital à l'époque, Non, concernant les, non, à l'époque, c'est juste le capital déclaré. C'est-à-dire, on déclare qu'on veut un capital d'1 million, mais on n'a pas de date limite pour le déposer. d'accord. Et on peut travailler, hein. On peut travailler, avoir le visa, tout ce que tu veux. Mmh. Aller juste poser 1000 ringgit, je crois, ou 2000 ringgit.
l'ouverture du capital de la société, ce qui ne coûtait rien du tout, quoi. Et donc, c'était extrêmement plus facile, le visa, le machin, le bidule. Et une chose que j'arrête pas d'expliquer aux nouveaux venus, c'est qu'il faut capitaliser sur le temps. Moi, je suis contre la douane à 200%. Ah oui, Sauf si ok. on a une raison spécifique, c'est-à-dire du business international. Ouais. Ouais, et là, tu cherches un endroit d'où tu peux pratiquer ton business. À part pour ce cas-là, si on veut vraiment s'expatrier et vivre dans le pays, la solution la plus pérenne dans le temps, Mm. c'est la Sendel Berhad. Il y a d'autres solutions, mais elles ne nous concernent pas. Enterprise, ça, c'est pour les Malais. Nous, on est obligé de commencer à partir de Sendel Berhad. Et après, il y a Berhad. Énorme. Et donc, parce que tout le temps capitalisé à avoir une Sendel Berhad, il est à ton bénéfice. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle devient plus stable, ça devient plus facile de renouveler les visas. En général, financièrement, la société va mieux. Mm. Et donc, là, on peut commencer à obtenir des visas de 3 ans, des visas de 5 ans. C'est le temps qui te donne plus d'ouverture. Mm. Tu capitalises, en fait. Alors que la douane, en fait, c'est de l'Alzheimer organisé. C'est-à-dire que tu arrives, tu payes pour 2 ans, après 2 ans, ils ne te connaissent pas. Ah, t'es un nouveau, on reprend à zéro. C'est vraiment, c'est de la douane, c'est ça, c'est du business. Donc, tu peux être là depuis 25 ans à faire du la douane tous les 2 ans, 2 ans, 2 ans. Tu n'as pas de valeur ajoutée sur le temps, tu n'as rien du tout. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Si l'intention est de rester, de développer un Voilà. vrai business, autant commencer par voilà, c'est ça. Ça a l'air compliqué parce qu'on le présente mal, et puis parce qu'on entend toujours des capitaux, machin, de ça, mais en fait, il y a beaucoup de parenthèses, il y a beaucoup de malentendus, et la plupart des expatriés ici, ne connaissant pas, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Mm. Ils disent, ah oui, mais c'est compliqué, ah oui, mais quand tu leur demandes, tu l'as fait? Non. Bah, de quoi tu parles? Techniquement, en fait, il y a le capital qui est compliqué aujourd'hui, mais en dehors de ça, il y a rien de enfin, c'est pas plus compliqué qu'en France déjà et 2e des choses, quand tu montes une société, tu as besoin d'un certain capital. Par exemple, je sais pas, si tu ouvres une boulangerie, tu pas loin des 100 000 €, si tu veux ouvrir une boulangerie, en Malaisie ou quelque chose comme ça. Quoique dans l'alimentation, c'est un peu le capital est un peu plus élevé, mais si tu veux bien préparer ton projet, avoir un bon capital, c'est toujours un atout. Donc, Le problème principal, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que l'expatriation. ouais, Ils ont cru qu'ils allaient au bled. Tu vois. C'est-à-dire ils sont en France et ils viennent ici, ils veulent tous les avantages de la France avec les avantages de la Malaisie. ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça n'a jamais marché comme ça, que ce soit ici ou ailleurs, hein. Parce que moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'ai vécu. Et, et les gens comprennent, la plupart des gens ne sont pas faits pour l'expatriation. Pourquoi? Parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que ils disent verbalement quitter un pays. Alors, beaucoup utilisent la hijra, la hijra, la hijra. Et 90% ne savent même pas ce que c'est, ce que ça engage comme changement de vie. Mm. Et donc, quand on s'engage à changer de vie, on ne garde pas un pied là-bas tout en essayant de mettre un pied ici. Le grand écart, ça marche mal en général. Mm. Et donc, on y va vraiment. Mais le bon sens dit qu'il faut se préparer avant. On n'y va pas comme ça. Ah bah oui, un minimum. Voilà, il faut se préparer. Aujourd'hui, à l'heure de l'informatique et de l'Internet, on peut savoir tout ce qui se passe, même avec des vidéos, sans même y avoir été. Donc, Ouais. on sait où on va. Et le bon sens veut aussi que quand on va pour faire une hijra, pour vivre dans un pays, on y va en vacances parce que vacances, ça peut être une mauvaise idée. On y va avant pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et on s'immerge, vraiment en immersion. On s'immerge vraiment dans le peuple et on vit. Pas en venant ici, en prenant un truc bling bling, avec jacuzzi, machin et tout. Non, là, c'est le gros problème de la plupart des expatriés ici, Mm. de France en l'occurrence, parce que c'est eux que je vois, c'est qu'ils pensent que ce sera des vacances à vie. Non, c'est un super spot pour les vacances, surtout quand tu es musulman. C'est halal, vraiment c'est extraordinaire, il Ouais. n'y a pas photo, sinon on ne serait pas tous là, hein. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. En tant que pays où tu peux pratiquer ton islam, à long terme, tu peux élever tes enfants. Après, il y a d'autres façons de voir. Mais ici, c'est quand même un autre pays. Tu es étranger ici. Ils ont des conditions qui sont les mêmes pour toi comme pour les autres, hein. Je veux dire, ils ne font pas des spécificités pour les Français ou pour les Rebeux. Non, c'est pour tout le monde pareil. Donc il y en a plein qui viennent ici et qui, dès qu'on leur demande de justifier, ah ouais, mais ils sont aussi, ils sont cela. Bah, va demander aux gens qui sont en Algérie ou au Maroc
qui ne sont pas français, déjà, qui veulent aller en France, à quel point c'est difficile. Ouais. Ça va être 100 fois plus difficile, avec des blocages sans raison. Tu vois? Alors qu'ici, n'importe qui rentre. Tu rentres ici 3 mois, quasiment toutes les nationalités, à quelques exceptions près, et ça change chaque année, viennent ici, tu peux venir pour 3 mois. Mais il faut venir dans l'intention de te mettre, de te mettre dans la situation pour y vivre. Donc, pas venir prendre des hôtels 5 étoiles, des machins vides, parce que ça va forcément durer que très peu de temps. Mm. Donc, ça va te donner une mauvaise idée des choses, où que ce soit, en fait. Ça peut être ici, ou tu peux aller à New York ou n'importe où. Si tu as cette optique-là, c'est forcément la mauvaise optique. Je me rappelle du conseil que tu m'avais donné les premières fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as dit commence par les papiers Ouais, et ça, après c'est ça. tu kiffes après. Et d'ailleurs, la première et la deuxième année, j'ai fait que ça. Et essayer de créer le business et tout. En plus, c'était période Covid. Et alhamdoulilah, j'ai bien fait parce que je crois, enfin, je pense être sûr à 2000%, si j'avais pas la société prête dès le début, j'aurais abandonné pendant le Covid. C'est ça. Surtout que c'était une sacrée période. Inch'Allah, t'as C'était tenu, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Hein. Ouais, mais en fait, j'avais déjà engagé, j'avais déjà fait les trucs, j'avais déjà mon visa. Oui. Donc, si j'avais pas eu mon visa, certainement, j'aurais Je serais pas pas mis les resté. choses en je me Ouais. serais dit, bon, Ouais. pas grave, ce serait plus tard. Et après, Dieu seul sait si vraiment je l'aurais fait le plus tard. Ouais. Donc ouais, après, il y a aussi une hijra, j'ai remarqué aussi avec tous les frères qui sont ici, c'est que quand on veut faire une hijra, c'est jamais facile. En fait, tout C'est est là. automatique. Voilà. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Une hijra, tu pars pour Allah. C'est ça une hijra. Combien de gens partent vraiment pour Allah? Souvent, ils partent pour changer de vie. Ils partent parce que c'est beau, parce que c'est ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas pour Allah. Ils partent pour eux. Après, il y en a qui vivent dans le mensonge, dans le déni. Hein. Ils ne le voient pas, ils le voient même pas qu'ils sont là pour la mauvaise raison. Mais quand on part pour Allah, d'abord on fait salat istikhara, on se prépare bien, mais psychologiquement, il faut se préparer que, en fait, il n'y a pas de retour. Une hijra, quand on l'a fait, c'est pour ça qu'il faut se préparer bien. C'est pour y aller et ne pas revenir. Sauf accident grave, quelque chose de grave. C'est pour ça que moi, j'y retourne plus. Tu vois, j'y retournerai, Allahu a'lam, mais parce que dans ma tête, c'est fini. J'ai fait sauter le pont derrière moi. Donc j'ai fait le pas, c'est fini. Je vis là. Si je pars en France, ça sera en vacances. Dans le sens, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il faut psychologiquement attaquer la chose pour avoir une chance de réussir. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas dans ces optiques, on est ici pour y vivre, on cherche la petite bête. Au moindre petit problème, on veut. Parce qu'on passe son temps à comparer par rapport au pays dont on vient. Ouais. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Sinon, ce n'est pas une hijra, c'est une expatriation. Et l'expatriation, c'est temporaire. C'est 1 an, 5 ans, 10 ans pour un travail, pour une raison financière. Et dès que ça ne va plus ou dès que ça ne nous plaît plus, il y a tout ce qui nous plaît, on s'en va. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans la tête, ça doit être clair. Est-ce qu'on vient pour l'expatriation? Est-ce qu'on vient pour des vacances à prolonger? Ou est-ce qu'on vient pour une hijra? Si on vient pour une hijra, on est là pour y vivre. Vraiment. On vient pour améliorer notre dîne, pour donner une chance à nos enfants de vivre sans les contraintes qu'on a fuies. Tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, il faut s'y mettre à fond. Et donc, quand on dit s'y mettre à fond, ben, en fait, on veut tenter ça, pas en tâtonnant, en ayant peur, en faisant des allers-retours. Non. On réfléchit, on se prépare, salat istikhara, tawakkal ala Allah, et on y va. Et comment ça a impacté ton tawakkul, le fait de partir, tu étais en Arabie Saoudite, mais tu étais salarié, on va dire que c'était beaucoup plus sécurisé financièrement. Et aussi, là, tu pars dans un pays où vraiment tu reprends tout de zéro. Et d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tu pouvais pas. On va dire que tu es un petit peu, avec le frère Djibril, l'initiateur de créer la première communauté, on va dire, française musulmane sur Kuala Lumpur. Et du coup, à l'époque, quand tu étais seul, comment tu as fait pour avoir justement ce support? En fait, j'ai eu la chance que quand j'ai travaillé en Arabie Saoudite, évidemment, j'avais gagné très bien ma vie, alhamdoulilah. Donc, quand je suis venu après le décès de ma femme, je me suis pris 2-3 années sabbatiques. Parce que j'étais psychologiquement, ça m'a beaucoup affecté. C'est pour ça que je ne me suis pas marié, c'est pour ça que j'ai des enfants. Je voulais vraiment me concentrer sur élever mes enfants dans le calme. Et en fait, ce qui m'a réveillé de situation, c'est que j'ai fait des investissements ils ont tous, subhanallah, ils sont tous passés par le même canal et je me suis fait arnaquer, on va dire. Ah mince. Donc j'ai tout perdu. Donc, alhamdoulilah, c'était un khair. Parce qu'en fait, ça m'a réveillé
de ma léthargie, du fait que j'étais encore bloqué sur le décès de ma femme et tout ça, et que je me suis engagé dans rien. Je me laissais vivre. D'accord. Et c'était vraiment la dernière minute pour me réveiller, parce que plus tard, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et D'accord. donc là, j'ai dû me choisir quelque chose. Moi, j'avais beaucoup d'expérience dans la construction, enfin, je suis dans l'électronique, dans la construction, mais ici, c'est un pays où c'est les Chinois qui construisent, c'est Ouais. les Chinois qui font tout. Donc, j'arrive avec avec un bon bagage, alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'expérience dans la construction de très haut niveau, mais je ne parle pas le chinois. Et ils ont une façon de travailler, les Chinois, qui est totalement différente de ce qu'on connaît, les Occidentaux. Donc, tout ce que je pensais avoir comme valeur ajoutée ne valait rien sur ce marché. Mm. Et les salaires sont extrêmement bas par rapport à ce que j'avais l'habitude en Arabie Saoudite. Donc, je me suis rendu compte que non, ça ne le ferait pas. J'aurais beaucoup de difficultés à trouver un travail correct, avec une paye correcte. Donc, j'ai dû réfléchir à faire autre chose. D'accord. Et là, justement, j'ai commencé c'est là que l'idée de la ferme a germé. Et c'est Ok. quelque chose qui a pris des années à se mettre en place. Mais cette histoire de la ferme, c'est quelque chose que tu avais. Enfin, la spiruline, ta relation avec la spiruline, c'était quelque chose qui a été créé bien avant enfin, Oui, l'entrepreneuriat. oui. Du coup, quand tu as décidé de te lancer, c'est quoi le plus gros défi, la chose la plus difficile En avant fait, de te lancer? la première chose, c'était que, parce que moi, je suis quelqu'un qui se prépare beaucoup, qui réfléchit à l'avance. Je suis pas du genre puis hop, puis j'y vais, non. Je suis pas comme ça. Il y a des gens comme ça qui arrivent, mais moi, j'ai des enfants, j'ai quand même des responsabilités. Et là, j'avais plus de fonds. Donc, il fallait bien réfléchir. Mais parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Mais là, alhamdoulilah, j'ai pas trop réfléchi, juste réfléchi ce qu'il faut. Donc, la première partie, c'était le savoir-faire. Parce que je ne suis pas fermier de formation, hein. Je suis désolé, je croyais C'est avoir pas éteint grave. le téléphone. Et donc, j'ai commencé par vouloir me former. Donc, je suis retourné en France. Ok. Pour une bonne raison. Voilà, pour une bonne raison. Et c'est pour ça que je dis, je ne crache pas sur ce que j'ai. Mais c'était vraiment pour me former. Je suis parti pendant un an, je me suis formé, j'ai fait des stages dans des fermes. Là, je revenais avec un savoir-faire. Enfin, je croyais que j'avais le savoir-faire. J'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Alhamdoulilah. Mais bon, c'est comme ça que là, ça se passe, hein. On grandit toujours. Et donc, alhamdoulilah, je suis arrivé, mais là, c'est les finances. Une Ouais. ferme, ça ne se monte pas avec rien. Ouais. Hein. Et donc, ça m'a bloqué pendant 2-3 ans. Mais je m'en suis servi pendant ces 2-3 ans pour faire du R&D, quoi. J'ai fait une micro-ferme derrière la maison Oui, je me pour rappelle. développer la spiruline, pour développer mon savoir-faire et l'adapter au milieu, gagner un petit peu de marché, part de marché en faisant connaître la spiruline. Bon, pas oublier que je suis vieux. Je suis un ancien, comme on dit pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je suis pas orienté réseaux sociaux et tout ça, tu vois. Ouais. Pour moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent absolument pas. Ça te Aujourd'hui, j'y parle pas. suis. Ah non, ça me parle pas. Ouais. Ça me saoule, comme vous dites les jeunes, là. Ouais. Et donc, ici, ça marche très fort. Donc, si t'as pas ça, si tu fais pas ça en amont, correctement, ça risque de te coûter très cher. Alors déjà, ça va te coûter cher, mais si tu ne le fais pas bien, ça va te coûter encore plus cher. Parce que te faire connaître dans ce pays, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas étranger, on n'a pas le réseau. Mm. Ce qui les aide, c'est qu'ils ont toute leur famille. Et c'est Ça. des familles étendues. C'est comme chez nous au bled, comme on dit, tu vois. Mm. On connaît tout le monde. Eux, ici, ils connaissent tout le monde. Donc, dès qu'il y en a un qui se met à faire quelque chose, il y a toujours les amis, des amis, des amis, des amis. Enfin, c'est très, très large. Donc, ça aide beaucoup. Quand nous, on est complètement étrangers, qu'on ne connaît personne, là, il faut se faire connaître. Donc, il faut payer pour ça. Mm. La publicité, le marketing, et ça. Et c'est ça qui a été mon plus gros problème. J'avais estimé la construction, parce que comme j'étais dans la construction, c'était un problème. Le matériel, tout ce qui est technique, j'avais pensé à tout, mais j'ai pas pris en compte à sa juste valeur la partie marketing. Mm. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et bien sûr, juste quand on a commencé, le Covid a commencé. Ouais. Donc ça a fait qu'empirer les choses, parce qu'on a consommé de l'argent à ne rien faire. Parce qu'on était bloqué ici, le pays était complètement bloqué. Ouais, c'était Moi, compliqué. j'ai pas rien fait. J'ai quand même construit la ferme de mes mains, si on peut dire vraiment, ce qui m'a fait gagner un petit peu d'argent plutôt que d'employer des gens. Mais vivre pendant 1 an et demi, parce qu'ici on était bloqué pendant 1 an et demi, sans pouvoir faire de business, ça a retardé la construction de ça. C'était un manque à gagner, c'est vraiment, ça m'a affecté. Mais, subhanallah, il y a dans tout mal, dans tout ce qu'on croit être mal, il y a un bien. Mm. Ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de focaliser, ça m'a permis de faire des erreurs sans que ça ait des coûts exorbitants et de recommencer. Bref, j'ai appris beaucoup. Tu avais fait donc une petite ferme expérimentale
installent, Voilà, on peut dire ça comme ça chez ouais, chez toi, moi. et tu commençais à développer tes compétences, à vendre un petit peu, Ouais. à tester, et ensuite, tu as décidé Bah, ensuite, d'ouvrir. j'ai trouvé les fonds. Ok. J'ai cherché les fonds. J'ai des frères qui sont mis avec moi, alhamdulillah, et puis on a eu les fonds et on a pu faire une vraie ferme. Surtout que là, ce qui est, tu t'es attaqué à un marché hyper risqué, parce C'est que une niche, ouais. c'est une niche, vraiment, et le marché actuel, en Malaisie, et comparé à l'époque, peut-être tu as dû commencer il y a 5 ans environ? Ouais, Ouais, la ferme, ouais. tu La partie ferme, ouais. d'accord. Tu 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 vois une évolution, ou il y Ouais. a encore de l'éducation à faire? Ah, de l'éducation, il y en a toujours. Mais parce qu'en fait, il y a deux, comme tu sais très bien, il y a trois populations en Malaisie. Mmh. Il y a les Malais, les Chinois et il y a les Indiens. Et les Malais sont très traditionnalistes, très, on appelle kampong thinking. Ils aiment bien rester entre eux et ils évoluent pas beaucoup sur la vision de l'extérieur, en tout cas pour la partie qui les intéresse pas. La santé, en gros, la santé, c'est pas trop leur truc. D'accord. Ils sont plus un peu comme les Arabes avant, comme tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans le traitement que dans la prévention. Mmh. Ouais, et ça, c'est un peu peut-être dû à l'islam, ici comme ailleurs. C'est qu'on a peut-être un peu trop de. C'est pas trop, on a le mauvais tawakkul. C'est-à-dire, ils s'en remettent trop à Allah. Allah, il a dit, c'est abd. En effet, fais ton sabab. Ouais. Et après, je vais te. Enfin, pas après. Et je t'orienterai ou je t'aiderai, mais faut que tu fasses ta part. Tu peux pas attendre juste là que tout tombe, tu vois. Tu peux pas Mmh. manger des burgers tous les jours et puis espérer être en super santé. Tu Ouais, vois. c'est Enfin, ça. il y a un minimum de bon sens, quoi. Et ça, ils l'ont pas encore. Ça bouge doucement, mais ils l'ont pas encore. Et c'est la plus grosse population quand même, hein. Mmh. Par contre, les Chinois, eux, ils ont ça depuis Eux, quelques milliers d'années. ils veulent Eux, ils avoir une sont, longue vie, eux. voilà. Bah oui, parce que voilà. C'est peut-être aussi ça, c'est que comme les musulmans, c'est la mort, la vie, ça fait partie, c'est comme ça, Ouais, ils l'ont alhamdoulilah, donc accepté, ça les alhamdoulilah. inquiète moins. Tu Ouais, vois. je comprends. Alors que les Chinois, eux, évidemment, hein, Mais non, il faut faire de tu vois. l'argent, Voilà. Et les Indiens aussi, mais les Indiens, peut-être pour d'autres raisons, comme ils ont l'Ayurveda, ils ont cette science qui était, mmh, comme les Chinois aussi ont la médecine chinoise. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler de santé, de prévention à un Chinois qu'à un Malais, ça c'est clair. Tu vois. Mais il y a de plus en plus de Malais qui commencent à se réveiller, machallah, nouvelle génération. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et les Chinois, en fait, ils en savaient plus que moi sur l'aspirine, enfin, du moins sur les bénéfices, parce que ça existe depuis très longtemps, l'aspirine, hein. En Chine, c'est le premier producteur mondial. mmh. C'était le premier producteur mondial. Et maintenant, c'est ping-pong entre les États-Unis et la Chine. Ils font en D'accord. termes de surface, mais les premiers à l'avoir fait, c'était la Chine. Enfin, en très, très grande. C'est toujours eux, d'ailleurs, je crois, qui fournissent la plupart de la planète. Parce que leurs coûts sont excessivement bas. D'accord. Et donc, arriver là, proposer un produit qui est de niche au sens où, pour eux, dans la tête de la plupart des gens, excuse-moi, ici, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils savent que c'est un supplément alimentaire, mais ils l'ont jamais vu autrement qu'en capsule Mmh. ou en comprimé. Comme si tu voyais une tablette de chocolat, mais tu sais pas que ça vient du cacao, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un Ouais. super exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je leur ai présenté la ferme avec ça vient de ça. Elle est où en fait, ils disaient, elle est où la spiruline? Je leur dis, elle est là. Et ils voient de l'eau qui bouge, tout vert. Et ils me disent, elle est où la spiruline? Je dis, mais c'est ça la spiruline. Même ça, j'ai eu du mal à leur expliquer. Parce que ils n'ont pas un background scientifique, technique, tous à un certain niveau. Donc, c'est moins facile qu'en France, en tout cas. Ouais, je pense que c'est vraiment ça le plus gros défi, c'est l'éducation. Et en plus, la spiruline, même si c'est prouvé à maintes reprises que c'est un superfood et que on est vraiment dans le top des aliments, eh bien c'est quelque chose, c'est plutôt un truc préventif que curatif. Pas tout, en fait. La santé, c'est ça. La vraie santé naturelle, c'est de la prévention. Ouais. Parce qu'une fois que tu en arrives à Prendre devoir un agir, ouais. bah, c'est beaucoup plus difficile. Mais C'est souvent c'est trop vrai pour tard en tout, hein. plus. Ouais. Voilà, parce que c'est comme tout. Je veux dire, si tu as une gangrène et puis que tu as la moitié du doigt qui est bouffé, tu n'attends pas que le bras il soit pris pour essayer de guérir le bras. C'est fini, il est parti le bras. C'est C'est ça. juste du bon sens. Et les gens n'arrivent pas à le comprendre, ça. Mais c'est vrai pour tout, même pour les médicaments. Ils croient que les médicaments sont plus efficaces. C'est totalement faux. Des médicaments ont tous des effets secondaires, mais des effets secondaires extrêmement graves. Et je l'ai vu avec ma femme. Peut-être même plus grave que. Beaucoup plus grave, pas peut-être. Ils ont Ouais. les traitements naturels, il y en a très peu qui ont des effets secondaires. Très peu. Quand je te parle des effets secondaires, je parle des effets secondaires graves. C'est-à-dire que tu manges des pruneaux, que tu ailles aux toilettes, c'est pas un effet secondaire, c'est un peu le rôle. Tu vois. Donc les gens confondent, ne savent plus où est-ce qu'ils en sont. Par contre, que tu manges un truc naturel et que tu en meurs,
C'est extrêmement rare. Ça existe, hein, parce qu'il y en a qui sont très puissants. Par exemple, les huiles essentielles, c'est un traitement de malade, hein, c'est vraiment une pharmacie incroyable. Mais c'est très puissant parce qu'on concentre quelque chose qui est censé déjà être actif. Donc c'est particulier. Mais dans la nourriture naturelle, on prend une banane, une pomme, de l'ail, machin, on peut en manger. Dans le pire des cas, tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des crampes, des choses comme ça, tu vas peut-être aller aux toilettes. Mais c'est rare que ça tue. Mais absolument tous les médicaments chimiquement fabriqués, tous les médicaments, tu lis les effets secondaires, la plupart, avec une certaine dose, elles te tuent. Elles te tuent, la plupart, elles te tuent. 98%, je crois. Donc, il n'y en a aucun qui est complètement anodin. Sinon, il fait partie de traitement naturel. C'est pas de c'est pas de la pharmacopée. Parce que c'est des principes actifs très dangereux. Et ils ont tous des effets secondaires. Tu prends le Panadol, le Doliprane, c'est la première cause de destruction du foie au monde. Et pourtant, les gens le prennent comme si c'était un bonbon. Et c'est écrit sur la précaution. Les ne lisent pas. Tu lis la notice, tu le vois. L'aspirine et le Panadol, si tu mélanges les deux, ça flingue ton foie en quelques minutes. C'est pour ça que les enfants, sur le truc, le Panadol pour les enfants, c'est marqué surtout ne pas leur donner l'aspirine. Donc, c'est des choses d'une dangerosité, mais Dans phénoménale. dans le Panadol, il y a marqué surtout ne pas donner la spiruline si tu prends du l'aspirine. le Panadol. Enfin, le Panadol, c'est le paracétamol. Oui, le C'est paracétamol. Doliprane, machin, Oui, c'est voilà, toutes des c'est marques, mais le paracétamol, il flingue le foie. Il flingue le foie avec des doses pas énormes. Hein. Je crois que c'est 4 par jour de 500 mg là. Oui, c'est ça. Donc, il y a des limites. Tu vois. Tous les 6 heures. Et les gens, il y en a plein qui les dépassent, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait d'une telle manière que notre corps est capable de faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas parce qu'il a survécu à des choses qu'il ne devrait pas qu'il faut prendre ça comme une constante, comme une normale. C'est pas normal. Mais la plupart des gens sur la planète, bah, ils ont le foie qui lâche. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Faut faire de recherche. Mais tous les médicaments ont des effets secondaires extrêmement dangereux. Il y en a certains dont on a besoin, mais si on fait les choses bien, et on prend nos précautions avant, on se nourrit correctement, on dort correctement, on fait suffisamment d'exercice et on mange les bonnes choses pour ne pas tomber malade. Quand je dis tomber malade, je ne te parle pas d'un rhume, qui est une façon normale pour notre immunité de se renforcer. C'est un peu le bodybuilding de notre immunité. S'il n'y avait pas de maladie, on serait tous morts depuis longtemps. Parce que nos immunités seraient faibles, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays maintenant. Et l'immunité est trop faible, et donc dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui est normal, bah, ça fait des morts. C'est ça. Parce que les gens sont trop protégés, ils sont trop isolés, ils sont trop propres, ils désaffectent absolument tout. Et ils ne disent pas que les désinfectants, c'est des produits chimiques qui ont des effets secondaires à long terme. Enfin bon, bref, c'est énorme. Ouais, c'est toujours le monde, en tout cas pharmaceutique. Et il y a toujours une petite guéguerre entre la médecine naturelle et le monde pharmaceutique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que généralement, il y a toujours des garants quand on te donne des médicaments. Il y a toujours un médecin qui va signer quelque chose parce qu'il y a quand même des responsabilités et on ne peut pas te vendre n'importe quoi. Même si les gens arrivent toujours à se procurer du Doliprane sans ordonnance, entre guillemets, mais de base, c'est quelque chose qui doit être prescrit par un... En fait, le Panadol, le problème, c'est que le Doliprane, le paracétamol, il est vendu au supermarché. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas que lui. Hein. En France, en tout cas, c'est sur ordonnance. Ouais, après, peut-être France, dans... Ouais. Mais partout ailleurs. Parce que je l'ai vu en Arabie Saoudite, ils vendaient ça dans le supermarché. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, du coup, c'est un petit peu étrange. J'ai l'impression que dans les pays un petit peu moins, on ne va pas dire qui ont moins de science, mais moins de médecins compétents ou bien sont moins connus pour leur médecine, eh bien, ils délivrent beaucoup plus facilement des médicaments que dans les pays où c'est un peu plus structuré comme la France. En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement, il y a une partie de ça qui est vrai, mais le problème, c'est que la France, s'il délivre plus difficilement, c'est certainement pas grâce à Big Pharma. C'est certainement pas grâce aux médecins. Certainement pas. C'est grâce aux gens derrière qui n'ont pas accepté la situation en voyant justement que c'est des produits dangereux qu'on donne à volonté, parce que la France n'a pas toujours été comme ça. Hein. Si je retourne dans les années 60, 70, 80, les médicaments, tu n'étais pas obligé d'avoir... la plupart des choses, tu les trouvais facilement. C'est parce qu'il y a eu des accidents et qu'il y a des gens qui ont pris les choses en main
et qui ont refusé que ces choses arrivent et qui se sont battus avec le système pour imposer des lois, pour imposer des choses. C'est certainement pas les médecins ni les fabricants de ces produits, parce que tu limites leur vente. C'est plus un contre-pouvoir alors du Voilà, coup. c'est les gens Ok. qui ont pris conscience du danger de la chose et qui ont créé des lois pour protéger les gens, pour s'autoprotéger, protéger leurs enfants, protéger leurs proches. C'est pas du tout le système pharmaceutique qui a fait ça, hein. Parce que lui, pour lui, c'est l'Arabie Saoudite ou ici, c'est le paradis sur terre. Il y a aucune limitation, il peut vendre ce qu'il veut comme il veut. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et en Afrique, pareil. Enfin, c'est pas parce que c'est pas aussi organisé, c'est parce que c'est pas aussi contrôlé par les gens qui sont les consommateurs. C'est le 50 millions de consommateurs qu'il y a en France, bah, ils font beaucoup de bien à la France, hein. Mm. Mais les gens ne le savent pas. Mais ils travaillent derrière, enfin, ils travaillent de malade. Et il y en a plein comme eux. Je me rappelle que d'eux comme ça, mais il doit y en avoir plein comme eux. Il y a plein de gens qui tous les jours se battent pour que, attention, ce médicament-là, il a tué ma fille, Ouais. je veux pas que d'autres personnes en meurent, tu vois. Et donc, c'est eux qui font évoluer les choses. C'est pas du tout Big Pharma. Ouais, c'est Ouais, pas je eux te- qui vont se réglementer et Voilà, alors s'autocensurer ou certainement quoi pas, que ce tu vois. soit. Et du coup, en Malaisie, comparé à la France, par exemple, cette éducation, ils l'ont moins ou ça va? Ils sont au même niveau sur la sensibilité. Non. Non, ils sont vraiment. Ah, ils sont sur notre planète. Déjà, ils n'ont pas le niveau, alors avec tout le respect que je leur dois, ils n'ont pas le niveau d'éducation générale, connaissance générale, qu'on a en France ou en Europe en général, euh, parce que le système éducatif, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas bien fait. Et ici, la preuve est que même les Malais qui ont l'école gratuite, comme nous en France, ici pour les étrangers, pour les mettre dans l'école gratuite malais, d'abord, c'est pas préférable, mais même si quelqu'un le voulait, Hmm. c'est au compte-gouttes qu'ils les acceptent. C'est pas un droit. Ben, même si la plupart des Malais qui sont dans un certain niveau, ils ont compris que ben, c'est pas avec ça que leurs enfants vont évoluer. Ils les mettent dans des écoles privées. Oui, c'est vrai. Tu vois. Alors, le problème, c'est que l'école privée, comme tout ici, tu sais, quand le système est libre, il va généralement vers l'extrême. L'école privée, c'est devenu un business. Et donc, avec le temps, il y a de plus en plus d'écoles privées et de moins en moins de valeurs sûres, tu vois. Et bon, bah, mais dans l'ensemble, si tu choisis bien, tu peux trouver une très bonne éducation parce que généralement, elle vient d'un autre pays. C'est Hmm. l'école à la française, l'école à l'anglaise, l'école à ceci, Ça. l'école à cela. Donc, quand il y a un système qui marche, ben, il est ici, bon, tu payes le prix, hein. Mais tu peux supposer que ce sera mieux que le système malais qui n'est pas encore à ce niveau-là. À Singapour, par exemple, ils ont des systèmes singapourais qui sont pas mal, tu vois. Parce que ça a été amélioré dans leur propre pays et que bon, bah, ils font que copy-paste. Puis, la même chose. Donc, ici, le niveau de conscience des gens, au niveau de, de la prise de conscience scientifique, connaissance, franchement, il est très, très bas. Très, très bas. Et le système ne les aide pas à évoluer. Parce qu'il n'y a D'accord. pas d'éducation en dehors de l'école. Et le niveau de l'école est déjà très bas. C'est vrai que l'éducation, tu remarques qu'ils sont plus dans le copier aussi, mais grâce au réseau, je trouve que moi j'ai vu une certaine évolution en tout cas dans le sport. Et ils sont toujours à la page et ils essaient toujours de copier. Par exemple, aujourd'hui il y a le padel, c'est un sport de raquette. Ça commence à exploser en Europe. Eh bien, les centres sont déjà présents, surtout sur les réseaux. La spiruline, on en parle, mais on en parle aussi d'une manière un petit peu promotionnelle d'un produit, d'une marque ou quelque chose comme ça, mais ils sont pas techniquement dans le fond, dans la forme, Ouais, c'est etc. ça. Donc ouais, là, je le vois clairement, et on va te prendre de la spiruline, mais on va pas arrêter les boissons sucrées, par exemple. Il y a ce truc qui fait que il y a un petit paradoxe. En fait, malheureusement, c'est mondial, ça. Même en France aujourd'hui. Parce que tu parlais d'éducation. Moi, l'éducation que j'ai connue quand j'étais en France, j'ai fait toute mon éducation en France, hein, et le niveau qu'on avait à notre époque, du tout le même niveau que les jeunes d'aujourd'hui, hein. Mais vraiment, quand je discute avec des jeunes de 18-19 ans, j'ai peur pour eux, sincèrement. Ok, ouais, Ah ouais, 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 je parle de français là, hein. ouais. J'ai peur pour eux. Bah, tu sais quoi, moi j'aurais pensé le contraire, parce que l'information, elle est là. Et les Non, gens ont un avis sur tout aujourd'hui. oui, mais justement, il y en a peut-être trop déjà. Enfin, à mon avis, ils sont un peu perdus. Mais je pense que les bases, le système éducatif, moi, à mon époque, quand j'ai eu mon bac, euh, je passais des examens. Je suis certain que si faisait passer ça au bac d'aujourd'hui,
Paris pas entrer. Hein. Ouais. De la même manière que ceux qui étaient là 30 ans avant moi, on a fait une comparaison une fois quand on était à l'école. On a comparé les résultats de ceux qui avaient le certificat d'études, là, tu sais, qui était en fin de CM2 à l'époque. Oui, le brevet. Non. Non, c'est pas le brevet. Le certificat d'études, c'était, Ah non, je j'ai crois, pas à la ça, fin moi. du CM2, Ok. pour arriver en Sixième. collège. C'était certificat d'études, je crois, à l'époque. Je D'accord. parle de 45 Je ou crois que ça 60 ans. Hein. n'existe plus, ça. C'était 30 ans avant moi. Hein. Ok. Donc, et nous, en brevet, justement, on avait à peine le même niveau, à peine. Ah, ok. Alors que le brevet, c'est en fin de collège. Ouais. Tu vois, les mecs, 4 ans, 5 ans plus tôt, ils avaient un niveau qui était supérieur au nôtre. Notre prof, il nous a donné les examens, il a retrouvé les examens de son époque à elle, et il y avait une différence phénoménale. Tu vois. Et donc ça fait que tout le temps, le système, il est fait pour que les gens soient de moins en moins pas éduqués. Ils sont éduqués, mais est-ce qu'ils ont conscience des notions qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils vont jusqu'au fond des choses? Est-ce qu'ils ont la valeur de ce qu'ils apprennent? On fabrique des singes savants, mais est-ce qu'on en fait des gens intelligents? Et l'intelligence, c'est la capacité à utiliser ce que tu sais pour en faire des choses, tu vois. Là, tu vois vraiment que l'objectif, certainement, c'est de réduire le niveau de conscience. Ça va avec. D'être productif, mais sans conscience. Exactement, parce que sinon, c'est pour ça que ceux qui font des grèves et des machins, des bidules pour des choses qui paraissent complètement anodines pour les jeunes, c'est les anciennes générations. Parce qu'ils ont conscience de la chose, ils ont l'âge, ils ont l'expérience, ils ont la vie qui leur a montré que cette direction était mauvaise et que celle-là, on est en train de refaire la même erreur. Et ça, malheureusement, c'est propre à l'âge et au temps. Tu vois. Mais aujourd'hui, la jeunesse ici ou la jeunesse en Europe ou aux États-Unis, c'est les mêmes réseaux sociaux, c'est les mêmes systèmes. On nivelle par le bas, on nivelle pas par le haut. Sauf min rahma rabbi. Il y a ceux qui ont eu la conscience par eux-mêmes ou leurs parents ont pris les choses en main, ils ont pris les choses sérieusement. Mais c'est pas le cas. Même en Europe aujourd'hui, c'est pas le cas. L'éducation, c'est plus que ça vaut. Mais c'est certain qu'il y a plus de chances d'arriver à un bon résultat avec l'éducation en Europe, à la française, par exemple, même si c'est pas le top. C'est déjà beaucoup mieux qu'ici. Il n'y a pas souci, hein, il n'y a pas photo, quoi. Là, il y a un système pour les locaux, et spécialement pour les Malaisiens, où ils ont beaucoup, enfin les Malais musulmans, entre guillemets, où on leur facilite énormément les choses. Et c'est certainement pas le changement, enfin, l'évolution, le fait d'être meilleur, la performance, etc. Tu vois une différence entre les différentes communautés. Ah oui. Par exemple, les Chinese, c'est un petit peu marche ou crève. C'est plutôt de se dire, il faut pas un qu'on petit peu, performe. c'est Ouais, c'est ça. en fait, c'est exactement ça. Le problème, parce que j'ai vu ça en Arabie Saoudite quand j'y étais. Il y avait la saoudisation. C'est ça en français, la saoudisation. Al-Saouda. Et donc, en fait, ils donnaient des priorités aux Saoudiens. D'accord? D'abord, dans les business, il fallait être saoudien. À l'époque, tu ne pouvais pas ouvrir un business si tu n'étais pas avec un Saoudien ou un Saoudien. D'ailleurs, la plupart des gens qui avaient des business n'appartenaient pas aux Saoudiens. Et ils appartenaient à l'étranger, yéménites, afghans, ou ce que tu veux. Mais c'était au nom d'un Saoudien. Parce que c'était le seul moyen d'ouvrir un business à l'époque. Donc, toutes ces facilités qu'on donnait aux Saoudiens, on leur donnait des postes, tu leur donnais un certain, c'était 15% à l'époque, de Saoudiens dans la société, où qu'ils soient. Ça fait que les gens, ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir accéder à des choses. Tu vois. Alors, ça a marché plus ou moins, ça a fait beaucoup de dégâts, mais bon, là, ça a changé. La Malaisie, par exemple, à l'université, c'est 90% ou 95% de Malais. Malais, pas Malaisiens, Malais. Pas les Chinois, pas les Indiens. Et c'est très difficile pour un non-Malais de rentrer dans une université publique. C'est pour ça que la plupart des universités privées, c'est fait par les Chinois. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas moyen de mettre leurs enfants quelque part. Ils ont créé les universités, ils ont créé ce business. Tu vois, et ils l'ont développé. Et après, maintenant, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais c'est comme ça que les choses sont faites. Et quand tu vois, parce que j'ai un ami, en plus, j'ai travaillé avec un ami, il vient d'être diplômé il n'y a pas longtemps, ingénieur, et c'est un Chinois. Il est dans une université, la plus grosse université, je crois, UM, malaise, et il est rentré au compte-gouttes. Ils ont très peu de places disponibles. Et je lui dis, mais au niveau du niveau, comment ça se passe? Il m'a dit, en fait, les notations sont différentes. Les Malais ne sont pas notés sur... disons que si tu es noté sur 20, je schématise, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je schématise, c'est la façon dont il m'a expliqué. Lui, comme eux, ils seront notés de 10 à 20. Ils n'auront jamais 7 ou 8 ou 0. Okay. Alors que lui, il sera noté à partir de 0. Okay. Quand lui, il a 12, c'est l'équivalent de 22 pour les autres.
les profs n'osent pas mettre un zéro à un C'est mal. pas ils n'osent pas, c'est qu'ils ont Ils ont des des directives. directives. Ouais. Il faut qu'ils réussissent. Ils rentrent là, ils sortent, il faut qu'ils soient diplômés. Donc ils le sont. Mais est-ce qu'ils ont le niveau? Ça, c'est tout autre chose. Ouais. Et les jours où ils sortent, ils cherchent du travail. Il y en a d'excellents, hein. Je ne dis pas qu'ils sont tous. Non, Oui. il y a des gens, il y a des génies comme partout, hein. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, hein. Ils ont le même cerveau, hein. Oui. Seulement que si tu ne l'entraînes pas, ce cerveau, ben, ça ne donne pas grand-chose. Ouais. Et donc, il y a certains parents qui sont conscients, qui les envoient à l'étranger, parce qu'il y a des aides, des bourses pour l'étranger pour les Malais, beaucoup plus qu'il y en a pour les autres. Payées par la Malaisie, je parle, hein. Mm. Je parle des bourses publiques, hein. Et donc, ceux-là qui sortent à l'étranger, là, ils souffrent. Mais il leur sort quelque chose de bon. Ils viennent avec un niveau, avec des connaissances. Et c'est eux qui sont les leaders dans ce pays. Mais les locaux, tu leur parles, et le mec, il est en train de vendre des cacahuètes, des machins, des bidules. Tu demandes, le mec, il a fait l'université, hein. Ok. Il a un diplôme universitaire. Je dis, mais attends, pourquoi tu travailles là-dedans? Il sourit, il ne sait pas trop quoi dire. Mais avec le temps, le nombre d'années que je suis Ouais, là, je j'ai posé des questions. En fait, son diplôme, il vaut rien, parce qu'on ne l'a pas mis à un niveau. Donc, quand il D'accord. vient travailler dans l'entreprise, il est largué. Et alors, le gars à l'entreprise, il voit ton niveau, il dit, bah non, mais écoute, je te remercie, hein. Tu vois. Même si tu veux aider, il y a un moment, c'est un gagne-pain, hein. Faut que ça travaille, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Mais en étant conscience de tous ces points-là, tu t'es quand même dit, et je vais lancer une ferme. Alors que le challenge est hyper haut. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est faire un produit qui existe déjà partout, mais pas ici. Et l'idée, c'était de faire à la française, parce que tout ce que j'ai appris, c'est la française, et on est les numéros 1 mondiaux, hein. Même les Français ne savent pas, hein. On est les numéros 1 mondiaux de production de spiruline naturelle. En qualité, quoi. En qualité, en fait, naturelle. Il y a deux voies, c'est industriel ou naturel. La façon de le produire, c'est différent. La façon de le faire croître, c'est différent. La façon de le préparer, tout est différent. Parce que, juste à titre d'exemple, vite fait, mais la spiruline industrielle, elle est séchée à 300 degrés, entre 180 et 300 degrés. Est-ce que tu peux expliquer les différentes façons d'acheter de la spiruline? Parce que peut-être que D'acheter? enfin, d'avoir de la spiruline, comment tu la vends? Les différents. Oui, la spiruline, évidemment, se cultive. Donc, c'est une microalgue. Techniquement, c'est une cyanobactérie, mais qui se comporte comme une microalgue. Donc, les scientifiques, à l'unité, ils ont décidé de la mettre dans le monde des microalgues. Sinon, c'est trop compliqué. Parce qu'elle fait de la photosynthèse, elle fait tout comme une microalgue. Donc, c'est une microalgue. C'est appelé une microalgue. Mais comme c'est une cyanobactérie, cyano, c'est-à-dire une bactérie bleu-vert, D'accord. elle se reproduit à la vitesse des bactéries et non pas à la vitesse des microalgues. Donc toi, tu la catégoriserais plutôt chez les bactéries ou les Non, algues? non, c'est une microalgue. Une microalgue. Donc, techniquement, elle fait de la photosynthèse, les bactéries ne font pas de photosynthèse. Donc, elle fait vraiment tout comme une microalgue. C'est pas moi qui décide de la mettre là, hein. C'est les D'accord. scientifiques qui sont mis d'accord. Donc, ils en savent 10 milliards de fois de plus que moi. Mais il y a juste un seul facteur qui change, c'est la vitesse de reproduction. C'est-à-dire que les microalgues se reproduisent en 20 jours, 15 jours, 30 jours, enfin, ça dépend des machins. Et la spiruline, c'est 48 heures. Ok. Ça peut être 24 heures, donc c'est ça qui en fait la chose extraordinaire qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment, vraiment couvrir la faim dans le monde, parce qu'elle se reproduit tellement vite, et c'est la nourriture la plus dense en nutriments qui existe sur la planète au jour d'aujourd'hui. Et comestible. Il y en a d'autres qui existent très denses, mais qui ne sont pas comestibles. D'accord. Qui sont toxiques. Bref. Et donc, il y a 3 manières. Quand on la cultive, on la fraîche. Donc, on peut la manger fraîche. C'est comme si tu as attrapé un poisson frais et que tu le manges juste là, comme les Japonais, là, qui mangent le poisson qui est encore vivant presque. Tu vois. Là, il y a une raison à ça, c'est l'absorbabilité. Plus quelque chose est frais, plus c'est vivant, plus c'est absorbable. Tu vois. C'est comme une transfusion. Quand on récupère des organes sur une personne, on ne le récupère jamais quand il est mort, parce que les organes sont foutus. On le récupère toujours avant qu'il meure. Sinon, c'est impossible de transfuser. Voilà, parce que ça meurt dans les minutes qui suivent. Donc, c'est de là l'absorbabilité, bon, c'est un peu cannibalisme, mais l'absorbabilité est aussi un peu liée à ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit super frais et vivant pour que l'absorbabilité soit maximale. Donc, on la fraîche. Ensuite, c'est comme la pâte. en fait, c'est microscopique. Ça fait 30 microns, c'est microscopique. Ça fait un tiers de la taille d'un cheveu. Donc, quand on les récolte, avec des filtres spéciaux qui ont la taille qu'il faut et qui permettent de les récolter, et on enlève le maximum de l'eau du bassin. Parce que l'aspirine est extraordinaire. Elle vit dans d'une eau, dans un milieu, on appelle ça un milieu de culture, et qui est un pH entre 9,5 et 11. Donc, extrêmement alcalin. Et cette alcalinité empêche tout développement bactérien, tout développement de virus et tout ça. Sauf la spiruline, elle peut se développer. Voilà, il y en a quelques-uns qui le font, mais la majorité non. Et D'accord. la plupart de ceux qui le font sont de la famille de la spiruline, c'est des cyanobactéries. Et il y en a quelques-uns autres, mais ils sont extrêmement rares.
à pouvoir y vivre. Et la spiruline est l'une des plus évidentes, enfin, la plus connue pour ça. Et donc, ce pH très, très élevé bah, permet d'avoir une propreté du milieu, une sanitisation, un milieu extrêmement sain, parce que les autres bactéries ne peuvent pas y vivre. Contrairement à la chlorelle, qui elle est une vraie microalgue, et qui vit à un pH d'à peu près 8, 8,5. pH des bassins et des rivières et des lacs, dans lequel tout vit, il est bon et le mauvais. Bref. Donc quand on la récolte, on met beaucoup de temps, parce qu'il faut tamiser, et le tamis il est extrêmement fin. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une pâte, un peu, pas vraiment une pâte, c'est plutôt comme un velouté très lourd, tu vois, une crème. Alors, ça ressemble plus à de la crème qu'autre chose. Et ensuite, on la presse pour enlever le maximum du milieu de culture, parce que l'estomac est à un pH de 1,5. Donc, si tu lui ramènes quelque chose qui est à 10, tu le dilues extrêmement fort, et c'est très mauvais. Jamais faire ça. C'est dans l'acidité ou c'est 10, c'est 10, acide? c'est alcalin. 0, c'est hyper acide. Ok, Maximum d'acidité, 7, c'est neutre. ok. Et 14, c'est le maximum D'accord. d'alcalinité. Mais il y a très peu de choses qui sont à 14. Bref, Donc 10, nous, on 11, est quand même assez acide. ouais, on est très acide. On doit l'être. Ok. On doit l'être pour tuer les germes qui arrivent et pour pouvoir permettre une décomposition pour pouvoir récupérer les pièces détachées, quoi, en gros. Parce que c'est ça, les acides aminés et les vitamines, ça, c'est des pièces détachées pour qu'on puisse se construire. Donc, on l'a fraîche, après on la presse, elle devient là comme une pâte, comme une sorte de fêtard, tu vois, plus ou moins dur. Et c'est la première forme à laquelle on la consomme, la pressée. Parce que là, on a enlevé le milieu de culture, le pH est redescendu à une valeur normale, et elle est consommable, mais comme c'est du frais, Il comme du faut poisson consommer frais, tout de suite. voilà, elle a une durée de vie très courte. Nous, on arrive à la tenir 7, enfin, les gens arrivent à la conserver 7 à 10 jours. On peut aller au-delà, mais il faut s'assurer de la chaîne du froid, et ça, chose qu'ils ne connaissent pas très bien ici. Ils n'ont pas trop ces notions-là. Donc, c'est aussi un frein. Mais bon, avec un petit peu d'explication, ils comprennent comme tout le monde. Hein. Bref. Donc, il y a la fraîche. Ensuite, la deuxième forme, on la congèle. C'est comme le poisson frais, le poisson congelé. Parce que ça augmente la durée de vie. Là, il y en a pour un an, même plus d'un an. Et enfin, la dernière phase, c'est de la sécher. Et c'est là qu'on diffère totalement de l'industrie. Mais totalement. Parce qu'eux, ils ne font pas de fraîche, ni de congelé. Eux, ils récoltent. Ils ne font pas de pressage, ils ne font pas tout ça. Ils ont un système qui s'appelle le spray dry. C'est-à-dire qu'ils vaporisent l'humidité qu'il y a dans l'aspirine à des températures, comme je te dis, entre 180 et 300. Les limites techniques, c'est entre 180 et 300. Et en général, c'est entre 250 et 300, parce que c'est dû à l'humidité extérieure, c'est un ajustement, bref. Parce qu'il sèche en 30 secondes. Ok. C'est plusieurs tonnes d'aspirine en 30 secondes. Il la vaporise dans un tube qui fait 30 à 40 mètres de haut, et où elle tombe, où il y a des souffleurs avec ces températures-là. Et donc, elle rentre là dans un air chaud. Donc, l'eau se vaporise et s'en va. Et l'aspirine sèche immédiatement. Elle devient de la poudre. En séchant si vite, il y a un choc osmotique, c'est un changement de pression, changement de pH très rapide, qui fait que la cellule explose. La cellule d'aspirine explose, elle devient plus petite, donc elle sèche encore plus vite. Et à la fin, tu te retrouves avec de la poudre. Ouais. Et tout ça en 30 secondes. Alors que la façon naturelle de sécher, en France, par exemple, on met 7 à 8 heures pour la sécher, parce que la France, c'est un pays sec. Mais ici, moi, je mets 17 à 23 heures pour la sécher, parce qu'on ne la sèche pas au-delà de 42 degrés. De préférence en dessous. Moi, je suis obligé d'aller à 42 parce que sinon, ça prend encore pour trop de temps. Et ça, c'est dû à l'humidité du pays. Et ça, nous c'est 17 à 23 heures, eux, c'est 30 secondes. Mais nous, c'est à 42 degrés, eux, c'est à 300 degrés. Est-ce que la Malaisie, c'est un bon endroit pour développer ce business-là, ou bien en France, ça aurait été plus facile? Non. Alors, en termes de production, il n'y a pas photo. En France, la plupart des producteurs produisent 6 à 8 mois par an. Parce qu'il fait trop froid après. Ils meurent. Ils gèlent et la aspirine meurt. Donc, ils sont obligés de s'adapter avec le temps. Mais la plupart, non. Il faut qu'ils arrêtent. Pendant 4 mois, ils arrêtent. Ils font autre chose. Alors qu'ici, on cultive toute l'année. Ouais, ça, c'est Il y a toujours une perte un petit peu de croissance durant la période des pluies. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais relativement, il y en a beaucoup plus, plus qu'en France. Donc, forcément. Donc, ici, on peut produire toute l'année. Et ça te fait pas trop de spiruline, du coup? Ou bien Non, la parce qu'en fait, demande, elle arrive à demander? tout le but du spirulinier, c'est de produire un maximum de spiruline dans un espace limité.
C'est-à-dire que Mais vu que c'est quelque chose on qui est produit vite. voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec plein de spiruline. C'est vrai, ça c'est un peu. En fait, c'est ce qui. C'est pour ça que j'ai plusieurs bassins. D'accord. La plupart des paniers, ils ont plusieurs bassins, ils n'ont pas qu'un seul. D'abord, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Si le bassin meurt, tu as tout perdu. Puis en plus, tu peux pouvoir utiliser tout l'espace que tu as. Donc, moi, j'ai pas lancé l'ensemble de mes bassins. J'ai lancé qu'une partie à hauteur de ce que je peux vendre, de ce que D'accord. j'arrive à vendre. Euh, mais là, je suis en train de développer de préparer les autres bassins pour eux, parce que les commandes commencent à venir, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Donc, mais techniquement, une fois que la ferme tourne, euh, on a souvent le problème de limitation de la quantité plutôt qu'un excès. Ça, c'est parce que je me suis mal pris, puis j'ai eu un petit peu de déboire au niveau de marketing et tout ça. Hmm. On est en train de résoudre, alhamdoulilah. Inch'Allah. Mais techniquement, une fois que on planifie, on estime la taille d'un site de production, une ferme, on veut aller au maximum de ses capacités, et généralement, on manque de capacité. On est obligé de faire des extensions. Hmm. Donc, c'est jamais un problème de trop produire. Toi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Non, c'est juste temporaire. Ok. C'est pas l'inverse. Là, en fait, c'est même. J'ai des demandes, depuis le début, j'ai des demandes, mais pour des volumes de malades. Ici, c'est des Chinois qui viennent me voir pour produire, pour le revendre en Chine. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à Ouais. comprendre, mais je ne comprends pas. Vous êtes les plus gros producteurs mondiaux. Pourquoi est-ce que vous voulez acheter chez moi? D'abord, vous savez très bien que je ne pourrais pas produire autant, mais pourquoi vous vous acharnez? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est venue, hein, il y en a plein. Mais en fait, ils sont parfaitement conscients du manque de qualité, malheureusement, de beaucoup de produits faits dans leur pays. Ouais, je Tu comprends. vois? Parce qu'il y a de la qualité chez eux, hein. Il y en a, mais elle est réservée à l'expatriation, à l'export dans des pays spécifiques. La France, la Chine fabrique des très, très, très haute qualité, mais ça a un coût très élevé. Donc forcément, c'est pour un marché particulier, Ok. mais pas pour le marché local. Et donc, eux, ils n'ont pas accès à ça. Même s'ils le voulaient, ils n'ont pas du tout accès à ça. Donc, quand ils ont trouvé ici quelque chose de qualité qui était à un prix raisonnable, je n'ai pas les prix de la France. Alhamdoulilah, je n'ai pas les coûts de la France. Hmm. Et donc, ils ont voulu justement en prendre ici. Et comme eux, ils ne pensent pas en dessous de 100 millions ou 100 000 tonnes, des volumes de malades, quoi. Ils pensent qu'en volume gigantesque, parce qu'ils ont une demande gigantesque, tu vois. Ouais, bah oui. Et donc, moi, je peux pas. C'est une toute petite production. Par rapport à eux, je suis une goutte d'eau, quoi. Et je pense qu'à un certain moment, tu es obligé de Non, t'industrialiser si tu non, veux non. faire Non, en fait, répondre à cette demande, c'est quoi. le choix voulu dès le départ, de ne pas faire ça. Mais Parce du coup, en faisant de l'artisanat, entre guillemets, est-ce que tu pourras répondre à certaines offres comme celle-ci? Non, évidemment, mais c'est pas du tout le but. Ok, c'est pas du C'est tout pas le du tout but. le but. Ok. C'est comme si tu comparais un boulanger et puis Un pain chaud, quoi. hein, Un pain chaud. En fait, en France, on a la boulangerie et il y a le pain chaud. Le pain chaud, c'est du congelé, il te met le voilà. pain dans le Alors ça, c'est four. même pas. Je connaissais même pas celui-là, mais moi je parle plutôt, tu sais, ce que tu achètes en supermarché, là, les petits pains Ah, le pain de déjà mie. non, pas le pain de mie, mais ouais, même le pain de mie, ça peut être le cas. C'est des usines. Ouais. Alors que le boulanger, les gars, ils travaillent tout seuls, enfin, ils sont à deux, trois. Tu vois. C'est le même type c'est deux métiers différents. C'est vrai que tous les deux font du pain, mais c'est pas du tout C'est le pas même du tout pain. la même Ça chose. n'a rien à voir. Au niveau de la santé, au niveau de la qualité, au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Bah, c'est la même chose. Hein. Nous, on ne fait pas d'industriel, on ne fera jamais d'industriel, Inch'Allah. Parce que c'est pas la même échelle, c'est pas le même coût, c'est pas le même type de travail. Et même au niveau scientifique, c'est pas du tout la même chose. Mm. Ils ont des contraintes que je suis en train de voir justement, parce que je travaille maintenant comme consultant pour ce qui est carbone capture, parce que la spiruline et les microalgues, c'est le plus gros système de capture de carbone. Et donc, il y a des sociétés qui commencent à se réveiller ici, et bref. Donc, qui veulent justement faire de l'industriel. Et je leur dis non. Moi, je sais un peu comment on fait. Je ne suis pas un expert là-dedans, parce que c'est une science à part, très très poussée. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout chose que je fais. Donc, moi, le but, c'est de rester dans l'artisanal. Ouais, voilà. Mais alors, bien sûr, l'artisanal peut avoir une variation dans la taille. Hein. Moi, ma ferme, elle fait par 1000 mètres carrés. On peut passer à 5000 mètres carrés, hein, qui permet de produire déjà pas mal, même beaucoup. Mais tu n'as pas besoin d'aller au-delà. Et est-ce que toi, tes produits, tu les exportes ou bien c'est juste pour le marché local? Alors, actuellement, c'est que le produit pour le marché local. Là, je commence, à travers certains de mes clients qui l'exportent en Chine, Hong Kong, Chine, Singapour. Et c'est récent, c'est très récent, c'est en cours, c'est en train de se faire. Hein. Et j'ai voulu à un moment l'exporter d'ici à la France. Ouais, bah oui, ça peut être intéressant, Tu ça. vois?
parce que le coût, il est inférieur. La Et tu penses que qualité, tu peux être en compétition avec le prix français qui est l'aspirine, elle est correcte en France, elle est très bien. techniquement. Elle est très Oui, bien. oui, il y en a Et des très bien. la tienne aussi, elle est très bien. Du coup, en faisant des exportations en France, t'arriverais à être compétitif ou... Oui, compétitif, oui. Enfin, disons si je la vends au même prix que eux là-bas, euh, mais il y a des contraintes bloquantes à l'entrée. Tu vois. C'est pas vraiment un gros problème, mais c'est des coûts supplémentaires qui font qu'à à la fin, parce que j'ai essayé un peu, il y a moyen, mais il faut augmenter l'échelle. C'est-à-dire qu'à Ok. trop petite échelle, ça sera trop cher. Il faut aller à plus grosse échelle, tu vois. Ah, je le voyais pas comme ça. Je le voyais plutôt quelqu'un qui veut acheter de la spiruline chez toi. Tu livres en France, tout simplement. Donc, c'est un petit Non, paquet. c'est la livraison qui tue. C'est cher, hein. De envoyer ici à la Ok. France, ça va me coûter une blinde. Ça ne marchera pas. Ah, ok, d'accord. Il faut que j'importe par container ou par une Ok. quantité suffisante pour que le prix de revient soit suffisamment bas. Pour... Alors, tu peux me rappeler la qualité de ta spiruline? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment, parce que comme je t'ai dit, ma femme avait un cancer et c'est là que j'ai découvert la spiruline. Les avantages extraordinaires de la spiruline. Non seulement il y a beaucoup de minéraux dedans, énormément, il y a vraiment tout ce dont le corps a besoin, mais il y a aussi énormément de vitamines. D'accord. Mais des enzymes digestives, et qui sont extrêmement puissantes. Et il y a l'un des plus puissants antioxydants qui est connu à ce jour, c'est la phycocyanine, un pigment bleu. C'est pour ça qu'on parle de la spiruline bleue. Toutes les spirulines sont bleues. C'est seulement que la cellule de phycocyanine, elle est interne. Donc, si tu la vois, c'est que tu as dû casser quelque chose, c'est que tu as dû Ok. rompre la membrane cellulaire. Donc, tu ne devrais pas la voir à moins de la consommer. Bref. Donc, elle est bourrée d'antioxydants. Et les trois plus gros qu'il y a dedans, c'est bien sûr les chlorophylles, les verts, il ne faut pas le louper. Et il y a beaucoup de bêta-carotène, une trentaine de fois plus que les D'accord. carottes normales, les carottes d'aujourd'hui. Et la phycocyanine. Les trois là, c'est celui qui est le plus. Mais il y a plein d'autres, il y a le diaxanthine, ça, mais des quantités minimes. Celles qui font vraiment effet, c'est ces trois-là. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité de l'aspirine. La phycocyanine, il y a que dans l'aspirine qu'on la trouve. Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle existe dans la famille des cyanobactéries. Mais dans la famille des cyanobactéries, il n'y en a qu'une ou deux qui est consommable, la spiruline. Et sous quelle forme la spiruline est la plus impactante? Alors, il y a deux formes qui se... Parce que j'ai souvent ces questions-là, parce que beaucoup de mes clients sont des gens qui ont le cancer ici, qui ont des maladies graves, très graves, et qui connaissent les avantages de la spiruline. Et donc, ils me posent toujours cette question-là. Alors, si la gravité de la maladie est extrême, comme un cancer, ou des problèmes, par exemple, thyroïde, c'est pas aussi grave que le cancer, c'est différent, mais il y a certains types de maladies, alors, je ne sais pas te donner une médication, hein, mais je parle juste pour différencier ces deux choses-là. Il y a un endroit, il y a un moment où on a besoin de la biodisponibilité. Il y a un moment où on a besoin de la quantité de nutriments et de bienfaits. Quand on a besoin de la biodisponibilité, il vaut mieux l'avoir en fraîche. Là, elle est Ok. vivante et elle est très efficace. Mais quand on a besoin de quantité, il vaut mieux l'avoir en sèche. Parce que pour faire 1 kilo de spiruline sèche, il faut compter 4 à 5 kilos de spiruline fraîche. D'accord. On enlève l'eau, en fait. Hmm. L'une a 60%, 70% d'humidité, l'autre elle a 4-5% d'humidité. 6% maximum. Tu vois. Donc, c'est l'eau qu'on enlève. Donc, forcément, pour kilo, tu vois, on n'a pas la même concentration. Donc, si on veut de la quantité, la spiruline sèche est excellente pour ça. Hmm. Mais si on veut de l'efficacité extrême Hmm. et qu'on n'a qu'un choix à faire, je dirais de prendre la fraîche si on a la capacité. Une Mais urgence, peut-être. voilà, ou vraiment besoin, pour les cancers par exemple, tu vois, moi je D'accord. conseille, mais ce que je conseille c'est les deux. Prendre de la fraîche pour l'efficacité extrême et prendre de la sèche pour la concentration extrême. Au sens où, parce que quand tu prends de la fraîche, c'est un coupe-faim l'aspirine. Il est tellement chargé en nutriments que quand tu manges une grande cuillère à soupe par exemple, euh, tu peux plus. Ça cale tout de suite. C'est pour ça que ça permet de perdre du poids. Parce que ça cale tout de suite et que ça, c'est comme c'est bourré de nutriments, ton corps il dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Donc, quand quelqu'un doit en prendre beaucoup parce qu'il y a une maladie grave, il ne peut pas se permettre de prendre 4-5 cuillères. Il ne peut pas, il ne va pas pouvoir. C'est humainement très difficile. Donc, il faut qu'il prenne une cuillère de spiruline sèche qui contient toutes les quantités en nutriments, en minéraux, en vitamines qu'il a besoin.
et en même temps qu'ils prennent de la sèche, de la fraîche pour optimiser l'absorbabilité. L'un optimisant l'autre. Ça, c'est le top du top. D'accord. Si on ne peut pas accéder à ça, qu'on n'a qu'un seul choix à faire et qu'on a les deux choix, ben je conseille aux gens qui ont des maladies extrêmement graves de prendre la sèche. C'est plus efficace parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est biodisponible. Mais la sèche, elle est excellente. Je veux dire, le niveau, la différence, elle est vraiment. On parle de. D'un cheveu, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, avec ces 10 années passées en Malaisie, d'autant plus que ça a commencé par un drame, malheureusement. Ça, alhamdoulilah, c'est un maktoub. C'est pas un drame, c'est comme ça qu'Allah nous fait évoluer. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on apprend dans la Et vie. du coup, ouais, mais ça t'a donné justement le. Ça m'a réveillé. Ouais. Ça m'a ouvert un peu les yeux. Peut-être pas encore suffisamment, parce que je suis un être humain, donc je suis faillible. Mais ça m'a appris énormément de choses sur la valeur des gens qui sont là, qui restent, et de la direction qu'il faut prendre dans la vie. Parce qu'on perd énormément de temps à des futilités sans nom. Et tu ferais quoi autrement? Même si on dit toujours, je regrette rien, c'est comme ça que je suis arrivé et tout. En Malaisie, tu veux dire? Ouais, dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Bah déjà, j'aurais pas fait la lamoine. D'accord. Ça, non, franchement, je regrette pas. Parce que ça m'a permis de comprendre que j'aurais pas dû la faire. Si je l'avais pas fait, je l'aurais pas su. Et de permettre aux autres d'apprendre. J'aurais plutôt tapé directement justement dans la scène de l'Amberhat. J'aurais plus attaqué la partie. Ah oui, une énorme erreur, c'est que je n'ai pas appris la langue. Je ne parle pas encore suffisamment la langue. Je bafouille, je casse, je fais des petites phrases, tout ça. Et c'est une énorme erreur. Et ça, c'est ce que je conseille à tout le monde. Il faut absolument, si vous arrivez en Malaisie, la langue est relativement facile, mais il faut s'y mettre tout de suite. Ça facilite les choses. Ça facilite tout. En fait, même le traitement, il est différent. J'ai mon partenaire, il a vécu 22 ans, c'est un Français. Hein. Il a vécu 22 ans en Indonésie, et lui parle couramment le malais. L'indonésien, mais le malais, ce serait pareil, très, très proche. Et quand il va faire des papiers administratifs, mais il est traité même mieux qu'un malais. Ça leur fait plaisir qu'un étranger parle leur langue, tu vois. Et donc, ils sont hyper sympas. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que je reprochais aux Malais d'être un peu froid et tout ça, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas fait l'effort de se rapprocher d'eux. Bah oui. Tu vois. Par contre, quand ils voient que tu fais l'effort, que tu veux, le visage change. Tu vois, c'est logique. C'est parfaitement logique. Tant que tu fais pas un effort, tu t'approches pas d'eux par leur langage, bah, tu dédaignes un petit peu ou tu te présentes comme un étranger. Tu casses une barrière, techniquement. Voilà. Alors que quand tu parles la langue, bah, ils voient que tu fais un effort, ils vont en faire un autre. Tu vois. Donc ça, c'est un de mes plus gros regrets, de ne pas m'être mis à la langue. C'est un conseil que je vais essayer d'appliquer. Franchement. Et plus tu fais d'efforts, plus ils font d'efforts avec toi. Il faut faire un certain nombre d'efforts, hein, parce que après, si j'ai eu 2 mots, 3 mots, ça ne suffit pas. Il ne faut pas faire une discussion avec ça. Mais franchement, c'est faisable. C'est très faisable. Mais il faut s'y mettre tôt. Pas faire comme nous, parce que moi, comme je parle déjà le français, l'arabe, l'anglais, machin, donc, je suis arrivé ici, j'ai pas eu besoin techniquement, parce que tout le monde parle anglais. Enfin, moi, les personnes que je côtoyais. Maintenant que j'ai ma ferme dans un village, là, la plupart des gens ne parlent pas anglais. Donc là, j'ai eu un blocage. Et là, j'ai eu, tu vois, le besoin. Et là que j'ai compris que, ah oui, non, c'est pas bon. Comme si en France, tout le monde parle français. Et même nous, quand on voit un gars qui vient du bled et qui parle pas français, attends, mais fais l'effort. Bah oui, mais maintenant, c'est nous, les gars du bled. Ouais, ici. Donc, on n'y pense pas. Voilà. Et tout, Donc, il faut être juste. C'est nous, les blédards, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être juste. Il ne faut pas s'attendre à être accueilli, être bien dans le pays, tant qu'on ne fait pas l'effort de parler la langue. C'est du bon sens. En plus, ce n'est pas une langue difficile. C'est pas une langue difficile. Elle n'est pas très structurée. C'est un peu ça notre difficulté. Parce que nous, on a l'habitude des langues très structurées. Ici, elle n'est pas très structurée. Mais si on fait l'effort à la vas-y comme je te pousse, on y arrive, comme tout le monde. Puis ils sont ouverts, puis tu fais des erreurs, c'est pareil, ils vont comprendre quand même. Ouais, tu me remixes avec un petit mot en anglais et tu t'en sors. Mais il faut le vouloir. Si tu ne fais pas l'effort, ça ne va pas. Surtout à Kuala Lumpur, parce que tout le monde parle anglais. Mais dans la vie, tu sors de Kuala Lumpur, c'est plus facile. Donc ça, c'est le premier regret ou les premières choses que je changerais vraiment. D'accord. Ensuite, il faut bien, et ça c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent venir ici, mettez-vous dans l'optique que c'est pour toujours. Même si ce n'est pas un hijra que vous faites. C'est à moyen de s'auto-tester. Tu vois, et pas aller vers les trucs bling-bling, ni vers les magasins haut de gamme. Allez dans la gamme normale de monsieur tout le monde. Mettez-vous dans la situation réelle, quoi, en fait. Pas chercher que les trucs haut de gamme. Non, allez partout dans les supermarchés normaux
pas forcément dans les plus bas, même dans les plus bas, allez jeter un coup d'œil. Voir si c'est quelque chose qui vous correspond ou vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Parce que financièrement, c'est pas viable d'aller dans les trucs, à moins que vous ayez des revenus importants, et je le souhaite à Mm. tout le monde. Mais voilà, c'est pas le cas. En réalité, c'est pas ça. Donc, il faut mixer les deux. Mm. Il faut mixer les deux. Il faut vraiment aller rentrer dans la base de la vie ici, la nourriture, les achats, les choses. Pas seulement se contenter du top de gamme, parce que financièrement, ça va impacter. Ouais. Et il y a deux façons de vivre bien. C'est soit tu gagnes beaucoup d'argent et t'as pas de quoi, enfin, t'as pas le temps de tout dépenser, ou soit tu réduis tes coûts au maximum. C'est ça, c'est du bon sens. En fait, même si tu gagnes beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de payer les choses 5 fois leur prix. Tu vois. Et la plupart du temps, il ne faut pas se mentir, il y a un facteur qualité. Nourriture surtout, il y a un facteur qualité. Matériel aussi, il y a un facteur qualité. Il y a pas, c'est indéniable. Mais par contre, il y a des fois, on paye le nom, on peut payer la marque. On est quand même le pays le plus proche du producteur, quoi. La Chine Mm. est à côté. Donc, il y a des grandes marques connues qui font des choses. Il y a énormément de copies, entre parenthèses, des équivalents, qui sont pas connus, qui coûtent rien du tout, et qui font tout aussi bien. Ils sont Mm. fabriqués par le même gars, en général, tu vois, dans la même région. Donc, a-t-on vraiment besoin de payer la marque? Ouais. Je pense pas. Ah, Tu t'as vois. raison. Ah, pour un usage professionnel, Mm. tu sais, c'est un business, donc c'est quelque chose qu'il faut investir pour avoir quelque chose de bien. Sinon, ça casse tout le temps, c'est un problème. Mais en général, non. Ici, il y a un show qu'il n'y a pas en France. Ici, à l'OIAT, Ouais. le mall de multimédia et de l'informatique et du téléphone. J'ai des marques que j'ai jamais entendu parler, qui sont vraiment excellentes. Et ils sont même reconnues ici. Tu Mm. vois. Ah, mais à des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est. Ouais. Parce on a une petite partie du marché là, en France. Si, le marché est beaucoup plus large. Et encore, je pense qu'en allant en Chine directement, encore plus large. Mais il faut s'ouvrir à des choses qui sont plus viables financièrement. Et puis, après, si ça ne va pas, bah, on revient à ce qu'on connaît, tu vois. Mais il faut sortir de sa tour d'argent, descendre de son piédestal et vivre comme les gens. Et peut-être, certainement, ça te conviendra tout aussi bien, hein. Voilà. Et puis, C'est- et puis aussi, en nourriture. Ça, par contre, c'est un Ouais. conseil que je donne aux Français, là. Il faut penser que vous venez dans un pays asiatique. Il y a un climat différent, il y a des plantes différentes, il y a une nourriture différente. Je ne dis pas de manger malais tous les jours, mais il faut arrêter de manger comme en France. Sinon, ça va vous coûter une blinde. Ouais. Qui plus est, la qualité des produits qui sont de type européen, français en particulier, Mm. elle est très mauvaise ici. Pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce que soit ils l'ont importée de France ou d'Europe, ça a coûté excessivement cher. Par exemple, les fromages et tout ça, le fromage français ici coûte une blinde. C'est vraiment Mm. excessivement cher. Et il est beaucoup moins bon qu'en France, même si c'est la même marque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû le congeler pour le transporter. Ils ont dû le mettre dans des conditions de transport extrêmes pour que ça puisse arriver ici en état achetable. Et tu peux vraiment encore consommable. Mais ça a détruit sa préservation. Le fromage, il a été congelé, il a été refroidi à une telle température qu'il n'y a plus de culture de microbienne. Donc tu manges, il est pâteux, il n'a pas le goût. Et pourtant, c'est la même marque. Hein. Ouais. Ils l'ont importé de là-bas et ça t'a coûté 5 fois plus cher. Donc ça ne vaut pas le coup. Ouais, je Par comprends. contre, il faut switcher vers la nourriture d'ici. Il faut absolument switcher. Ici, il faut manger comme les gens locaux. Donc, il y a une gamme, hein, il n'y a pas qu'un seul produit, il y a un choix quand même important. À choisir, prendre et commencer à cuisiner avec des produits locaux, des fruits et des légumes locaux qui sont excellents. Ouais, par exemple, les bananes qui sont ici sont Bon, très ben, il y bonnes. en a aussi en France, tu me diras. Oui, mais ils Mais sont pas pareils. c'est vrai. Ça n'a pas le Il y a même des goût. bananes locales ici qui s'appellent les bringanes ou les emas, les Voilà, petites, c'est là, ça. hyper sucrées. Mais il y a aussi des fruits différents aussi. Il y a le longan, il y a comment ça s'appelle, le fruit du dragon, il y a le ramboutan. Il y en a beaucoup. Et les jackfruit. Il y a des fruits vraiment délicieux et qui sont excellents pour la santé. Qui sont locaux, pas chers, frais, souvent jusqu'au de l'arbre. Et au niveau santé, c'est ça qu'il faut faire. Manger local. Pas aller chercher des trucs qui viennent de Perpète-les-Oies. Donc, il faut vraiment penser à se délocaliser. Quand on vient ici, c'est pour vivre ici, donc on mange comme ici. Et il y a du choix. On n'est pas obligé de manger des trucs super frits avec des mauvaises huiles. Non. Il y a du choix, il y a de la qualité. Hein. Les Malais mangent. Il y a tous les niveaux. Et il n'y a pas que du bas de gamme de la Non, nourriture de rue. Hein. on voit bien, il y a aussi différentes prix. Par exemple, dans le Voilà. jackfruit, il y a plein de. Voilà. Donc il y a moyen de vivre avec une qualité même supérieure à la France, à condition de ne pas vouloir les mêmes produits qu'en Ouais. France. C'est du bon sens. Et, euh, et du coup, toi, pour ton futur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà? Et ce serait quoi tes projets futurs? Ce serait quoi les next steps? Dans le futur, moi, alhamdoulilah,
peut-être me rapprocher d'Allah, on peut me souhaiter. Mais j'aimerais bien me marier. D'accord. Je pense avoir marre, 10 ans, c'est long. Et, mais je suis en train de penser à ouvrir des fermes un peu partout. Un peu partout, j'exagère. L'Algérie, Ok. l'Arabie Saoudite, pays que l'Arabie Saoudite, je connais très très bien. Euh, je sais qu'il y a un marché là-bas. L'Algérie, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Je vais aller faire un tour. Tous mes amis, tous ceux que je connais sont algériens, et puis que j'aime la mentalité du peuple algérien. Ouais. Il a des défauts comme tout le monde, moi aussi, tout le monde, mais la mentalité générale, machallah, machallah. Donc, j'aimerais bien aller en Algérie. Et comme je sais qu'il y a une demande pour la spiruline là-bas, parce qu'il y a des gens qui me demandent de là-bas. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'Algérie qui me contactent, d'Algérie, du Maroc, pas beaucoup, et surtout d'Algérie. Je ne sais pas pourquoi d'Algérie, mais beaucoup de gens d'Algérie que je connais ni d'Adam me contactent pour soit acheter mes produits, soit apprendre comment on fait la spiruline et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse là-bas. Mais il y a un projet qui me tient à cœur, on en a parlé la dernière fois, ce serait d'essayer de faire de la spiruline pour la Palestine. Mm. Ça, on en a parlé. Et on a voulu le faire il y a quelques mois, mais c'est fermé, c'était très compliqué de rentrer. Mm. Là, je pense que ça commence peut-être à s'ouvrir. Peut-être, Je ne suis Inch'Allah. pas certain que ce soit vraiment encore très, très faisable, mais il faudrait y penser. En fait, l'idée, c'est de produire ici de la spiruline, comme on en a parlé, Ouais. et d'avoir des gens qui l'achètent à prix coûtant, et que nous, pour pouvoir la vendre là-bas. Malheureusement, je ne peux pas l'offrir, je n'ai pas les moyens financiers, ma stabilité financière n'est pas suffisante pour offrir des quantités importantes. Un produit qu'on Ouais, c'est fabrique. compréhensible, bien sûr. Ouais. C'est du travail. Donc, je pense que l'effort que je peux faire, c'est de la vendre à prix coûtant, ça ne me coûte rien, mais je ne gagne rien. Je gagne, la Adjir, ça vaut 10 milliards de fois plus que n'importe quelle somme d'argent. Mais on peut faire une différence, vraiment. C'est la nourriture la plus dense en nutriments. Il y a des tests, des recherches qui ont été faites. Il y a une ONG qui s'appelle Antena.ch. Antena comme en anglais, comme antenne, hein, D'accord. à part que c'est un A. CH parce que communauté helvétique, c'est en Suisse, qui ont fait des recherches sur la spiruline. C'est des scientifiques, très grands scientifiques, qui ont ouvert une association, une ONG, qui sont spécialisés au début dans la spiruline, maintenant ils font plein d'autres choses, et qui ont fait des recherches prouvant que des enfants qui souffraient de kwashiorkor, kwashiorkor c'est la maladie, des enfants qui ont le gros ventre là parce qu'il y a une fermentation, ils n'ont pas de nourriture, donc l'estomac est fermenté, et ils sont en train de mourir, quoi. Ils ont fait des tests et tout est bien expliqué avec les résultats et tout ça. 2 grammes de spiruline par enfant par jour peuvent sauver les enfants. Et sauver. 70%, 75%, je ne sais plus des chiffres, de survie des enfants qui ont le kwashiorkor, sachant qu'ils ne peuvent plus digérer, donc ils vont mourir, tous ces enfants. Donc, avec seulement 2 grammes de spiruline sèche, c'est phénoménal. C'est rien d'autre. Hein. Quand je dis 2 grammes, c'est rien d'autre. Hein. Ça, de l'eau, et puis peut-être même pas, en fait. Donc, si on peut envoyer 5 grammes par enfant par jour à Gaza, comme partout ailleurs, et malheureusement, ça manque. La famine, il y en a partout, il y a des morts partout. Mais les enfants en priorité. Ouais. Et les femmes enceintes. Les enfants, les mamans, les femmes. Les femmes, c'est la base de la vie, de notre vie. Sans les femmes, on ne serait rien. Donc, si on nourrit les femmes qui sont enceintes ou qui sont en train d'allaiter, elles seront assez fortes pour pouvoir prendre soin de leurs enfants et de nos enfants. On est tous responsables. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. D'essayer de trouver un moyen d'abord de rentrer à Gaza, une fois que ce sera possible, de lever des fonds, d'où que ça vienne, pour payer les frais de fabrication, de production de cette spiruline, pour l'emmener là-bas. Et on est ouvert avec le partenariat avec n'importe qui veut bien faire. Une association qui connaît le terrain. Voilà, Ça même serait, former des gens dans des pays qui en ont besoin pour qu'ils puissent le distribuer gratuitement. C'est vrai que c'est comme si c'était un produit illimité, parce qu'une fois que tu as la ferme, on va dire que c'est... Et la vitesse de reproduction est extraordinaire. Ouais, et ça répond à tellement de besoins. Donc, si vous avez donc des connaissances, une association, vous souhaitez justement participer à ce projet, et que vous pouviez justement nous aider à mettre en place, ouais. à mettre en place ça, Une ou même des distribution. conseils, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, soit via notre Instagram. Je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. Je peux rajouter un truc? Oui, bien sûr. En fait, pourquoi on veut nous produire ici de ça? Parce que c'est très compliqué de faire monter une ferme dans des zones où il n'y a rien. Ça, c'est une étape après.
une fois que la situation s'est stabilisée, que les choses sont faites, par exemple à Gaza ou là aujourd'hui, on ne peut pas aller monter une ferme là-bas et produire l'aspirine sur place. C'est pas possible, c'est pas techniquement possible. Donc on veut la produire ici parce qu'on a l'outil, il est là, il tourne, et qu'ensuite on l'emmène là-bas. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est de pouvoir à terme, que ce soit à Gaza, que ce soit malheureusement en Afrique, que ce soit partout. Et je ne me limite pas aux musulmans. Mm. Le khair, c'est tu fais lillah, que ce soit musulman ou pas, un enfant, c'est un enfant. Il n'y a pas de différence. Mm. Donc, partout où il y a besoin, il faudrait dans l'idéal monter une unité là-bas. Mais ce n'est pas forcément logistiquement possible. Ouais. Donc, commençons déjà par amener le produit pour sauver des vies, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Hein, s'il y a d'autres frères ou d'autres personnes qui sont intéressées pour produire à prix coûtant puis pouvoir distribuer, c'est pas un monopole, je ne cherche pas à tirer Oui, bien sûr. la couverture vers moi. Parce que moi, j'ai l'outil, il est là. J'ai le savoir et j'ai envie. Donc, si vous pouvez m'aider à y arriver, ça serait génial. Et s'il y a d'autres endroits, d'autres options. C'est d'ailleurs la ressource la plus importante, c'est l'information. Hein. Si toi, tu as l'information de comment faire ci, comment faire ça, rien que le fait de partager, mettre déjà en place certaines fermes et tout, ça serait bien. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'urgence de Gaza qui est peut-être une priorité quand même. Et d'autant plus que là, les frontières, on va dire, il y a des camions qui rentrent. Donc, alhamdoulilah, il y a la capacité de pouvoir participer, enfin plutôt de les aider. Donc clairement, toute aide est bonne à prendre. Après, il y a les projets pro, comme d'autres pays que tu as cités, l'Algérie, etc. Donc là, c'est un petit peu plus pro. Si vous avez des projets et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à contacter le frère Walid. Et je pense qu'on va clôturer sur ça. Euh, Merci pour ton temps. Merci pour de nous avoir partagé ces 10 années d'expérience. Moi, j'en ai 5 et je peux vous dire que Walid, ça a été une pièce maîtresse pour... oui, il y a Allah, comme tu as dit, il faut faire les causes. Ça a été une pièce maîtresse, en tout cas pour nous, parce que il a pu... en tout cas, la chose qui dégage chez lui, c'est que la première des choses, c'est qu'il nous met sur terre. Donc, le fait d'avoir les pieds sur terre, ça permet déjà de marcher. Et ça, je te remercie pour ça. Et pour toutes les invitations, les rassemblements qu'on a faits, les bons moments en famille, parce que aussi, quand on est à 10 000 km de la famille, des fois, c'est très, très difficile. Et, Il faut se fabriquer sa communauté. ouais, En fait, partout, ça peut être chez toi si tu décides que c'est chez toi. ouais, Il faut être ouvert. c'est ça. En fait, on partage, quand on partage, on reçoit. Et contrairement à ce que les gens croient, on gagne beaucoup plus à recevoir qu'à donner. Mhm. Enfin, donc, quand les gens viennent chez moi, ou j'invite les gens, que ce soit chez moi ou chez Mohamed, Mhm. j'ai reçu Mohamed Ndiaye. Mhm. C'est lui qui a lancé cette mode-là d'ailleurs. Avant, j'avais pas ma maison. Donc, c'est vraiment un énorme partage. Ça fait plaisir et ça permet aussi des erreurs de directionnement, tu vois. Il y a des gens qui savent, ils viennent ici, ils savent pas, ils ont été mal orientés. Et juste un conseil, un mot pour lui dire non, fais pas ça, c'est mieux comme ça, tu vois. Qu'il ait au moins le choix. Mhm. La plus grosse richesse, c'est le choix. Mhm. Tu sais que tu peux prendre cette direction, c'est à toi de décider. Mhm. Quand tu sais pas, c'est là où tu fais des erreurs que tu regrettes. Mhm. Et là, on te dit, mais tu m'as vu, j'étais là, pourquoi tu me l'as pas dit? Ouais. Et c'est ça que je veux éviter. C'est pour ça que parfois, je me rentre dans la vie des gens un petit peu de force, un petit peu, t'as vu comment je suis, Ouais. je prends pas de pincettes, mais je pense faire du khair, Ouais, déjà. c'est toujours bienveillant en tout Voilà, cas. voilà, c'est ça l'intention. Il y a des gens qui le comprennent gentiment, il y a d'autres gens qu'on a besoin de secouer. J'ai des enfants, une vingtaine d'années, Ouais. j'ai des frères, j'ai des sœurs. Je sais comment les gens, même moi, je sais que j'écoute pas toujours quand on me dit des choses, il y a certaines façons. Donc, quand tu es sûr que ton message est bon, bah, faut pas lâcher. On va finir avec ces mots-là. Merci à toi. C'était Push Up Malaisie pour un prochain podcast. Salam alaikum. Allez, comme ça.